Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, les obsèques du pape François ont eu lieu ce samedi au Vatican. Le haut représentant du président de la République conduit la délégation ivoirienne, une messe, une procession dans les rues suivie des illuminations lors d'une cérémonie privée. Le souverain pontife, rappelons-le, est décédé lundi dernier. Un forum pour présenter les opportunités d'investissement dans le Denguélé. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé lance Investing Denguélé. Les chefs d'entreprise privées participent à l'événement. Le district autonome du Denguélé veut attirer les investisseurs dans cette zone du Nord afin de booster le développement local. Deux promotions de l'ENA, l'École nationale d'administration, viennent de se passer le flambeau. C'était en présence du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, parrain de la 59e promotion. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, Am Désiré Ouloto, appelle à l'exemplarité avec un sens élevé du devoir. Et puis en Iran, une forte explosion a fait ce samedi au moins 8 morts et 516 blessés dans un important port du sud du pays. L'endroit crucial pour le commerce iranien est situé à plus d'un millier de kilomètres au sud de Téhéran. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi pour un séjour en France. Il a été accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres du gouvernement. Et l'actualité nous emmène aussi à Rome. Les obsèques du pape François ont eu lieu ce samedi au Vatican. Des dirigeants du monde entier étaient témoins de ces funérailles. Le haut représentant du président de la République a conduit la délégation ivoirienne. Gilbert Koné-Kafana, accompagné de la ministre d'État Am Désiré Ouloto, fait le point avec Eman Guivé. Place de la basilique Saint-Pierre de Rome, 10 heures. Des chrétiens catholiques venus des 4 coins du monde pour un hommage à feu le pape François, décédé le 21 avril dernier. Une grande messe d'hommage au pape François qui rappelle le rassemblement de la célébration pascale, sauf que ce samedi est un jour triste pour la communauté catholique qui pleure son pape. Des dirigeants venus du monde entier témoignent de cet événement. Une délégation officielle de la Côte d'Ivoire est présente. Le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, représente le président de la République, Alassane Ouattara, pour la circonstance. Il est accompagné de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Am Désiré Ouloto. Les fidèles catholiques présents pleurent son départ et rendent hommage au pape François, un pape qu'ils ont tant aimé. La représentation de haut niveau, le représentant du président de la République, indique clairement la proximité que le Saint-Père Pape François a su entretenir avec le président Alassane Ouattara. Nous retenons du Saint-Père François un homme de paix qui savait construire des ponts entre les différentes religions. Ce que le président de la République, Alassane Ouattara, veut passer comme message à toute l'humanité. Il nous faut conserver et valoriser davantage l'héritage du Saint-Père François. La basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome à sa dernière demeure, une dernière demeure qu'il aura voulu simple et sans décoration, avec une seule inscription, Franciscus. C'est l'Église catholique dans le monde qui est concernée par cette disparition, y compris en Côte d'Ivoire. Le pays qui est aussi à l'épreuve d'un drame dans les Grands Ponts. L'inhumation des 12 enfants décédés par noyade à Dabou a eu lieu ce samedi. Ils revenaient, ces enfants, d'une sortie religieuse. La ministre de la Cohésion nationale a pris part aux obsèques. Elle a traduit le soutien, encore une fois, du gouvernement aux familles endeuillées. C'est un regard qu'il jette sur une communauté installée en Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies. Il met en lumière des notions comme l'intégration, le dialogue culturel entre Libanais et Ivoiriens. Il ne manque pas aussi de présenter les défis de ce brassage culturel. Nabil Ajami est l'auteur du livre « Les Libanais en Côte d'Ivoire, entre fantasmes et réalité ». C'est l'invité de la page culture. Bonsoir, monsieur Nabil. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Mais si on devait vous demander de répondre entre fantasmes et réalité?
On parlera plus des réalités et des fantasmes, alors on parlera des deux choses. D'accord, on en parlera justement plus largement dans quelques instants, le temps de continuer avec l'actualité qui nous amène dans le Nord. Le Premier ministre a été à Odiéné pour le forum Invest in Denguélé. Robert Begré-Mambé a procédé au lancement du forum d'affaires. Ce cadre met en lumière les atouts économiques et culturels du district autonome du Denguélé. Les organisateurs veulent mobiliser les investisseurs afin de booster le développement local. Le reportage de Nou Sangaré, Zakaria Traoré. Propulser le Denguélé au rang des destinations économiques incontournables. C'est l'ambition du forum d'affaires Invest in Denguélé, une plateforme qui réunit décideurs, investisseurs et acteurs du développement. Avec le district du Denguélé, nous avons pu identifier près de 66 projets et 44 opportunités d'investissement pour un montant de 1650 milliards. Il y a aussi des possibilités de tourisme. Il paraît qu'il y a des plages ici qui sont fabuleuses. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire découvrir ces joyaux en fait, du Denguélé à nos investisseurs. En disant que Odiéné est une terre fertile, nous ne faisons que reconnaître les potentialités en matière d'agriculture qu'on a ici. Mais je veux dire également qu'en réalité, il ne faut pas se contenter de faire l'agriculture dans sa forme actuelle. Il faut penser plutôt transformation, c'est-à-dire l'agro-industrie. Porté par le ministre-gouverneur Gaussou Touré avec l'appui du CPCI et de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ce forum veut révéler le potentiel économique du district. Nous comptons près de 2 millions d'hectares de terres arables. Ces terres sont propices pour la culture du riz, du maïs, de l'anacarde, du coton et de bien d'autres produits. Odiéné est le seul district qui a plus de 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds. Ces plaines-là sont disponibles pour que, effectivement, nous puissions faire de la Côte d'Ivoire un pays qui ne dépendra plus de l'extérieur. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner les districts dans leur transformation. La terre d'Odiéné est bénie de Dieu. Ça, c'est ce qu'on voit en superficie. Je ne parle pas encore de ce qui est caché dans le sous-sol. Mais là, alors, on ne peut pas compter. C'est pourquoi je suis venu spécialement pour demander aux investisseurs, venez investir à Odiéné. Vous n'allez pas regretter. Investir à Odiéné, c'est faire grandir la richesse d'Odiéné. Parce que quand on investit à Odiéné, on gagne toujours de l'argent. Parce que Dieu a béni Odiéné. Demain, la liaison Odiéné-Abidjan sera très forte. Le président Alassane est en train de réfléchir au chemin de fer San Pedro jusqu'ici. Organisé en marge du Djeguéa Festival, le forum a aussi accueilli deux figures emblématiques, les champions olympiques Cissé Cheikh Salah et l'icône musicale Alpha Blondy, tous deux venus soutenir cette dynamique du district. Et du Denguélé, on sort du pays pour les États-Unis aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington. La délégation ivoirienne enchaîne les rencontres. Les membres du gouvernement échangent avec les investisseurs. Des partenaires s'engagent à soutenir le développement en Côte d'Ivoire. Khalid Diomandé. Dans les 5 prochaines années, 60 millions de jeunes Africains seront sur le marché du travail. Comment créer des emplois décents à grande échelle en faveur de cette jeunesse? À ces réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, décideurs politiques et chefs d'entreprise ouvrent la réflexion sur le sujet. La Côte d'Ivoire partage son expérience par la voix de la ministre de la Culture en présence de sa collègue de l'économie, du plan et du développement. Françoise Remac met en avant le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, financé à hauteur de 1118 milliards de francs CFA, pour la formation et l'insertion professionnelle d'1,5 million de jeunes. L'expérience de la Côte d'Ivoire a été très appréciée avec la vision du président de la République autour de l'employabilité des jeunes. N'oublions pas que 2024 a été l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République et bien sûr avec un vaste programme autour de la jeunesse. Avec son prochain plan national de développement 2026-2030, le gouvernement ivoirien ambitionne de bâtir une économie plus forte, plus inclusive, tirée par le secteur privé et pourvoyeuse d'emplois pour les jeunes. La ministre Nialé Kaba multiplie donc les rencontres avec les partenaires à Washington, notamment l'Africa 50 et la Banque mondiale,
en vue de favoriser des investissements en Côte d'Ivoire. J'ai vraiment apprécié ma visite il y a 2 semaines en Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire a un très grand potentiel. Je suis convaincu que le pays fait beaucoup d'efforts avec l'appui de la Banque mondiale et nos différents partenaires. Et je pense aussi que le pays est sur le bon chemin pour être au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. J'ai également échangé avec la ministre sur divers secteurs à fort potentiel dans le cadre de notre future coopération. Africa 50, c'est une institution financière internationale panafricaine. Nous sommes donc très intéressés à investir en Côte d'Ivoire. Avec Madame la ministre, nous avons donc évoqué les pistes d'investissement qui seraient attractives pour Africa 50 et nous avons confirmé notre intérêt pour investir en Côte d'Ivoire dans ces projets-là. L'engagement de ses partenaires augure de belles perspectives pour le pays. Nous avons pris rendez-vous pour faire en sorte que ces investissements se réalisent le plus rapidement possible dans différents secteurs. Leurs centres d'intérêt, les ponts, les routes, mais également dans l'énergie. Nous avons des besoins importants, un savoir-faire dans les PPP d'énergie et nous avons vraiment bon espoir qu'ils puissent accompagner de nouveaux deals dans le pays. Avant la clôture de ces réunions de printemps, les ministres Adama Coulibaly et Niale Kaba ont échangé avec l'AMIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements. Cette filiale du groupe de la Banque mondiale s'est montrée favorable à accompagner la Côte d'Ivoire dans la transformation structurelle de son économie. Et sur place ici, des fonctionnaires au service de la nation avec un sens élevé du devoir. C'est le message de la ministre d'État, ministre de la fonction publique. C'était à l'ENA de promotion de l'École nationale d'administration. Viennent de se passer le flambeau. La cérémonie a vu la présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de la 59e promotion. Souleymane Donissong. Ils sont au nombre de 547 élèves issus des concours directs, 95 des concours professionnels, 21 recrutés en qualité d'auditeurs libres et 8 à titre étranger qui préparent leur entrée prochaine, aussi bien dans l'administration publique ivoirienne que celle de la République sœur de la Centrafrique. Ces élèves de la 59e promotion font leur entrée après 24 mois de formation. C'est donc avec une grande fierté et le sentiment profond du devoir accompli que l'ENA livre ses résultats et met effectivement à la disposition de l'État cette nouvelle cohorte de nouveaux fonctionnaires disposés au service de la République et au bien de la collectivité. Une occasion pour la ministre d'État, ministre de la fonction publique, de marquer son intérêt sur l'importance du service public. Le service public, mesdames et messieurs, plus qu'une fonction, est une vocation. Une vocation qui exige du serviteur de l'État plus que des connaissances, une posture, une intégrité morale, un respect absolu de l'intérêt général. Le ministre d'État, ministre de la Défense, mesure la pleine responsabilité pour avoir été sollicité pour le parrainage de la présente promotion. Il invite ses filleuls au sens élevé du devoir. Chers élèves de la 59e promotion, en franchissant les portes de cette noble institution qu'est l'ENA, vous avez consenti à participer en pleine conscience à la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle, telle que voulue par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nouvelle Côte d'Ivoire caractérisée par les vertus de compétence, de rigueur et de probité. Sur le total de son effectif, la 59e promotion compte près de 37% de femmes et enregistre 6 majors, dont le prix spécial du parrain au major des majors, l'ASM Agnibel Fréjus Hervé, du cycle supérieur, avec une moyenne de 16,16. On reste avec le ministère d'État, ministère de la fonction publique qui forme sur l'utilisation de la signature électronique. Une session de formation et d'enrôlement des responsables des collectivités décentralisées vient de se tenir. Selon le ministère, c'est une solution moderne et sécurisée pour la gestion des actes administratifs. Franck Wadio. 460 responsables de collectivités décentralisées enrôlés et formés à l'utilisation de la signature électronique par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ça va nous aider pour nous qui sommes les communes de l'intérieur
à de plus en plus être plus efficace, à gagner en temps. Et ça va nous permettre de rester sur place et de corriger un certain nombre de documents importants. Mais surtout, nos élus qui, par moment, du fait de leur calendrier, se déplacent ou sont hors du pays, ça va nous permettre de ne pas stopper le travail, mais d'être toujours en action, d'être toujours opérationnel. Une population attend un centre de santé quelque part, il faut valider son budget. Un collègue de proximité qui est attendu quelque part, il faut signer des documents. Pour ces lenteurs-là, les populations n'ont pas l'équipement attendu. Or, avec la signature électronique, on gagne tout ce temps-là. La signature électronique s'inscrit dans la vision du gouvernement qui est de bâtir une administration résolument tournée vers l'efficacité et la sécurité numérique. La signature électronique permet de garantir l'authenticité, l'intégrité et la validité juridique des documents électroniques émis par l'administration publique. Nous franchissons un nouveau cap dans la dématérialisation de nos procédures. Chers élus, directeurs et secrétaires généraux, votre mobilisation témoigne de notre engagement pour une administration de proximité plus efficace et plus transparente. La phase de généralisation de la signature électronique a été lancée en 2023. Elle a déjà été implémentée dans plusieurs ministères et institutions. Un bel exemple de collaboration entre le ministre de la Construction et son collègue de l'hydraulique, Bouaké Fofana, a remis des équipements de géopositionnement à Bruno Nabagné-Koné. Cette dotation permettra d'améliorer les services de cartographie, du cadastre et l'aménagement du territoire. Cet équipement vient assurer une meilleure gouvernance foncière. C'est ce que nous apprend Lanciné Bakayoko. Destinés aux localités d'Alépé, Azagué, Dabou et Assini, ces équipements de géopositionnement ont pour objectif de renforcer davantage les performances du système intégré de gestion du foncier urbain, tout en offrant des services ultra précis aux usagers professionnels et institutionnels, services liés notamment à toutes les applications de cartographie, de cadastrage, d'ingénierie, d'aménagement du territoire ou encore de navigation. Il y avait des problèmes de chevauchement, qui conduisaient à des litiges, des problèmes de piétinement, des problèmes de superposition entre parcelles qui ont été malheureusement la cause de litiges et de contentieux. Donc pour corriger cela, il fallait harmoniser la façon de mesurer au niveau national. Ces équipements de géopositionnement sont composés de stations satellitaires permanentes de dernière génération, des outils de haute précision qui viendront renforcer les capacités techniques en matière de gestion fiable, équitable et sécurisée du foncier urbain. La construction s'est faite sur du foncier. Et ce foncier a une composante, il y a le terrain, mais il y a aussi une composante aménagement. À ce titre-là, nous sommes associés dans le process de délivrance des permis de construire, dans les lotissements. Donc il est important que je sois là pour l'accompagner dans les réformes importantes qui nous facilitent la vie à nous tous. Cette technologie des stations permanentes de géopositionnement permettront de collecter des données satellitaires à plus de 50 km, améliorant ainsi la gouvernance foncière. Cette avancée technique et stratégique dans la gouvernance foncière devrait également contribuer non seulement à anticiper les litiges fonciers, mais surtout à prévenir les inondations, mieux, à pratiquer une agriculture de précision. Dans l'actualité politique ce soir, le président du PPRCI a dévoilé devant le comité central les grandes orientations de sa stratégie. Il renouvelle son appel au dialogue politique, affirme son soutien au PDCI-RDA. Le comité central a adopté une déclaration finale que vous aurez dans les prochaines éditions. Et puis l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire a procédé à la cérémonie d'investiture du coordonnateur d'ICIA, une rencontre pour mobiliser tous les acteurs du domaine pour la présidentielle d'octobre 2025. Chris Diomandé Siakakone. Mobilisation totale des membres de l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire ont répondu à l'appel de leur président Ibrahim Diaby à l'occasion de la cérémonie d'investiture du coordonnateur départemental d'ICIA. Nous allons sensibiliser tous les transporteurs du département d'ICIA que le président gagne un coup KO. Le représentant du ministre du Transport et le président de l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire remercie le président de la République pour ses actions de développement dans le pays. Les actions qui sont menées par le président de la République ont permis à nos secteurs d'activité d'évoluer.
Et nous sommes aujourd'hui sur le chantier de la professionnalisation, marqué par le renouvellement du parc automobile, marqué aujourd'hui par l'obtention des infrastructures de transport de qualité. Nous sommes mis ensemble pour qu'au soir du 25 octobre 2025, le monde du transport puisse faire bloc comme une seule personne pour pouvoir apporter au président Alassane Ouattara et aux candidats du RHDP une victoire totale au premier tour. Ils sont venus manifester leur reconnaissance à l'endroit du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui, depuis son accession au pouvoir, a un bilan satisfaisant. Les transporteurs décident non seulement de rendre hommage au chef de l'État, mais de soutenir le président Alassane Ouattara. Vous ne le soutenez pas dans le vide, vous le soutenez parce que en 10-15 ans, il y a eu des actes qui ont été posés qui sont allés dans le sens de vous aider dans votre activité économique. Ibrahim Diaby entend faire le tour du pays pour implanter d'autres coordonnateurs départementaux de l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers. Et ici à Abidjan, Cocody, il s'est tenu une cérémonie de remise de cartes de militants du RHDP. Cette rencontre était également le cadre idéal pour échanger avec les militants de base et resserrer les liens. Astou Touré. Première vague de remise des cartes de militants aux nouveaux adhérents du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix à Cocody. Nous avons été missionnés par le coordonnateur principal à la personne de son Excellence Eric Taba pour être aux côtés des militants de base à Cocody, pour être à leur écoute. Cette carte-là est une pièce d'identité pour les militants. Et désormais, cette carte-là est obligatoire pour tout ce qui est activité pour le RHDP. Cette remise était également une aubaine pour partager un moment d'échange sur la vie du parti à Cocody et les défis relatifs à l'employabilité des jeunes et l'autonomisation des femmes. Nous profitons pour lancer un appel à tous les hommes, à toutes les femmes, RHDP. Tu aimes Alassane Ouattara, tu aimes ce travail qu'il a bas, il faut être là, il faut venir prendre ta carte de militant pour que nous avancions ensemble. Je salue l'initiative. Ça va se poursuivre dans tous les départements de Cocody. Plus de 300 cartes ont été distribuées. Pour rappel, la coordination régionale RHDP Cocody est composée de 6 départements politiques et 9 coordonnateurs adjoints, dont 3 femmes. Et nous vous le disions, le président du PPACI a dévoilé devant le comité central les grandes orientations de sa stratégie politique. Il renouvelle son appel au dialogue politique, affirme son soutien au PDCI-RDA et le comité central a adopté une déclaration finale. Nous proposons un extrait. Le président Laurent Gbagbo a exprimé sa solidarité au PDCI-RDA. Il a également demandé que l'on se montre aussi solidaire avec les autres partis politiques. Le président Laurent Gbagbo, soucieux de donner une dernière chance au dialogue et à l'écoute des revendications légitimes du peuple ivoirien, a invité le président exécutif à organiser le mouvement Trop, c'est trop. Le comité central a réaffirmé les conditions du PPACI pour des élections apaisées, à savoir la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la mise en place d'un nouvel organe électoral consensuel, l'audit de la liste électorale et une révision de cette liste avant la présidentielle de 2025. Et dans le reste de l'actualité, en Iran, une forte explosion a fait ce samedi au moins 8 morts et plus de 516 blessés dans un important port du sud du pays. L'endroit crucial pour le commerce iranien est situé à plus d'1 millier de kilomètres au sud de Téhéran, près de la grande ville de Bandar Abbas qui donne sur le détroit d'Ormuz. La détonation a été entendue à une 50aine de kilomètres à la ronde. La télévision nationale a diffusé des images montrant un important panache de fumée noire s'élever dans le ciel depuis le port. Plus de 70% des marchandises de l'Iran transitent par ce port. Et ici en Côte d'Ivoire, Pakinou, période de grand rassemblement du peuple baoulé, c'est aussi un moment pour parler développement et promouvoir la culture. La 2e édition de Agua Pakinou du V Baoulé de Brobo a réuni à Bron, Agny, Abouré et Baoulé. La paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale ont été prônés au cours de ce festival dont voici les grandes lignes avec ce recours.
La culture Abron, Abouré, Agni et Baoulé, valorisée sur la même scène à Broubo dans la région de Béké. Nous sommes à la 2e édition de Agua Pakinou du V Baoulé de Broubo. Une tribune pour promouvoir et sauvegarder le riche patrimoine culturel, matériel et immatériel ivoirien et aussi parler de développement. Tous les Akans réunis ici autour de leur majesté, Nana Noura figure en tête, et les cantons de la région de Béké ont fumé ensemble un pacte de non-agression, un pacte de cohésion sociale, un pacte de vivre ensemble. Le canton Fahafoué de Bouaké et Henriette Lagou étaient les invités spéciaux de cette édition. La fille de la région de Lifou s'est réjouie de cette initiative qui est fédératrice et creusée de cohésion sociale. Ici c'est chez moi parce que c'est les baoulés de Brobo, les baoulés de Daougro, les baoulés de Bokanda, c'est la grande famille. Et à part qu'on s'amuse et puis après on est à la réflexion au développement. La reconnaissance, un facteur de cohésion sociale, de paix et de développement. C'est le thème de la 2e édition de Agua Pakinou du V-Baoulé de Broubo. Le ministre Amadou Kouné, représentant le ministre d'État, Jano Aoussou Kouadio et le ministre Mabri Touakeuse saluent ces thèmes qu'il faut vulgariser en cette année électorale. Cette région peut se développer seule, mais ceci ne peut se faire que dans la paix, dans la fraternité, dans l'amour du prochain. Lui, Kwakwa Bono, initiateur du Agua Pakinou du V-Baoulé de Broubo, a présenté un projet de production de manioc pour les jeunes. Le maire de Broubo a aussi célébré le développement à Ndakourou, village de la commune de Bouaké. L'électricité, l'eau potable et la pose de la première pierre du centre de santé rural du village étaient au centre de la célébration. On aborde maintenant la page culture. En littérature, l'auteur Mohamed Ouattara était récemment à Paris pour la dédicace de son ouvrage « Accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire, erreurs à éviter et conseils pratiques ». Il a profité de l'occasion pour instruire la diaspora ivoirienne sur les dispositions à prendre pour bénéficier facilement d'un crédit immobilier en Côte d'Ivoire. Bahama Traoré. La diaspora ivoirienne figure en bonne place parmi les acquéreurs de biens immobiliers. Cette frange d'investisseurs est donc l'une des cibles privilégiées de l'ouvrage écrit par l'auteur Mohamed Ouattara, intitulé « Accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire, erreurs à éviter et conseils pratiques ». À cette cérémonie de dédicace, tenue dans les locaux du Consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, quelques Ivoiriens de France sont venus comprendre l'écosystème ivoirien de l'accès à la propriété foncière par prêt bancaire. Il faut tenir compte de la quantité des pièces fournies, mais de la qualité des documents fournis. On ne peut pas demander un crédit pour R+2, un crédit de construire pour R+1. C'est toujours bon de s'instruire, de déterminer soi-même sa quantité. Et puis, parce que plus vous posez de problèmes précis au banquier, plus il est disposé à vous écouter. Donc la troisième erreur, et elle est extrêmement importante, c'est la mauvaise évaluation financière de votre projet. Rassurée des éclairages donnés, la diaspora ivoirienne dispose désormais de mécanismes adéquats pour éviter tout litige ou compromis dans l'acquisition de biens immobiliers. Précisons-le, l'auteur Mohamed Ouattara est cadre supérieur à la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et la 59e promotion de l'École nationale d'administration a célébré ce samedi sa journée culturelle dans une ambiance festive. C'était en présence de leur marraine, la ministre de la Culture et de la Francophonie. Les auditeurs ont mis en lumière la richesse et l'unité des cultures issues des différents districts de Côte d'Ivoire. Le reportage de Marie-Chantal Akandan. Une Côte d'Ivoire multiple mais rassemblée sous un même toit à travers danse, tenues traditionnelles et chants. La 59e promotion de l'École nationale d'administration, ENA, a fait vibrer les symboles de la solidarité nationale, en mettant en valeur les patrimoines culturels de tous les districts. Cette journée festive célèbre l'unité dans la diversité. La reine de l'événement, la ministre Françoise Remarque, a salué l'initiative, soulignant qu'il s'agit d'un héritage culturel précieux à transmettre aux générations futures. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, a fait de
Excellence son credo, puisque c'est le credo aussi du président de la République, je leur demanderai d'être excellents, je leur demanderai de travailler, je leur demanderai d'être à la hauteur de la confiance qui leur a été faite. Ils ont déjà réussi ce concours avec brio, donc je leur demanderai d'être des modèles pour notre nation. Nous, fils de Côte d'Ivoire, nous sommes unis dans notre diversité. Nous sommes unis pour aller d'une seule voix. Paix, paix, paix à la Côte d'Ivoire. Dans cette fresque haute en couleurs, la 59e promotion de l'ENA rappelle qu'au-delà des différences, c'est l'unité dans la diversité qui bâtit une nation forte et résiliente. Et retrouvons maintenant l'invité de la page culture, Nabil Ajami, qui est l'auteur de l'œuvre Les Libanais en Côte d'Ivoire, entre fantasmes et réalité. Je m'empresse tout de suite de vous demander pourquoi avoir décidé d'en parler. Merci de me donner la parole. Déjà, avant de répondre à votre question, je veux dire qu'aujourd'hui, je tombe bien, parce que dans 2 de vos reportages, vous avez parlé de la diaspora ivoirienne installée en France, et vous avez parlé aussi de Paquinou, et du mieux vivre ensemble qu'il peut y avoir à l'intérieur des communautés qui vivent dans cette région-là. Donc je crois que ce problème de vivre ensemble, de mieux vivre ensemble entre les différentes communautés est crucial. Pourquoi j'ai écrit ce livre-là? C'est une aventure qui a commencé en 2021, où j'ai été nommé ambassadeur de la chaire UNESCO pour la culture de la paix du professeur Meïté Méké. Et depuis lors, on a eu cesse de discuter, de se rencontrer, de parler de cette citoyenneté culturelle qui fait qu'une communauté durablement installée dans un pays, outre ses droits, a des devoirs, des comportements à acquérir. Donc depuis 2021, nous avons une grande réflexion à ce sujet-là. Et l'année dernière, en 2024, donc le 18 octobre, date d'anniversaire de Félix Houphouët-Boigny, s'est tenu un colloque international à la Fondation de la Paix, à Yamoussoukro, autour du thème « Construire une paix durable au XXIe siècle ». Comment construire une paix durable au XXIe siècle, avec des différents thèmes, religion, politique, etc. Et avec notamment un sous-thème sur les migrations et vivre ensemble. Donc j'ai pris ma plume, j'ai soumis, j'ai apporté des éléments qui sont contenus dans ce livre. J'ai été retenu comme grand orateur et devant 300 professeurs, devant une salle comble à la Fondation, j'ai expliqué un peu ce qu'était la communauté libanaise et au-delà de cette communauté, toutes les communautés durablement installées dans un pays. Et pour vous, justement, ce livre, c'est juste un exemple en partant de la communauté libanaise, mais vous-même, né en Côte d'Ivoire, de grands-parents installés en Côte d'Ivoire depuis avant les indépendances, comment vous vous considérez finalement? Comme un Ivoirien. Comme un Ivoirien. Écoutez, moi, mon père est né ici, ma grand-mère est née au Sénégal, on est africain, mon arrière-grand-mère est née en Égypte, au Caire, donc on est africain depuis plusieurs générations. Moi, j'ai fait tout mon cursus scolaire en Côte d'Ivoire, externat Saint-Paul, collège du Plateau, j'étais même boursier. À l'époque, on recevait 12 000 francs par trimestre de bourse, le lycée classique. Donc on a complètement vécu sans souci, sans problème. Aujourd'hui, il faut quand même dire, on n'est pas en train de parler du vivre ensemble parce qu'il existe. C'est une réalité. On ne va pas dire qu'il y a des problèmes majeurs, mais on veut aller plus loin. Comment mieux vivre ensemble? Comment mieux se respecter, mieux se connaître, mieux s'accepter? Dans le temps. Et est-ce qu'on sait exactement comment a commencé cette migration? Oui, cette migration a commencé. En fait, le Liban, à l'origine, c'est un pays où c'était partir pour survivre. Il y a toujours eu des crises. La première crise qu'il y a eu date des années 1860, où des Libanais ont dû quitter le pays. Et c'est à cette période-là que mon arrière-grand-mère a quitté le Liban pour rejoindre l'Égypte. Ensuite, elle a migré au Sénégal, où ma grand-mère est née, en 1910. Donc, il y a toujours des départs, parce que vous savez, quand un peuple migre ou quitte son pays, c'est pas pour faire du tourisme, c'est pas à la recherche d'une terre. C'est à la recherche d'une paix, d'une terre qui l'accueille. Et la Côte d'Ivoire, elle est championne du monde dans l'acceptation des communautés qui viennent s'installer. Jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas la terre de l'hospitalité? Comme le dit notre hymne national. D'accord. Alors, les Libanais en Côte d'Ivoire, entre fantasme et réalité, Brouillapo, Michel Digri en parle et on se retrouve juste après. Promouvoir le vivre ensemble, c'est le principal objectif du livre de Nabil Ajami, intitulé « Les Libanais en Côte d'Ivoire entre fantasmes et réalité ». Dans l'ouvrage, il nous embarque dans sa propre histoire, celle d'un Libanais né en Côte d'Ivoire, foudroyé par la désillusion d'une intégration réussie.
à la faveur de la crise politico-militaire. Il nous rappelle que les Ivoiriens d'origine libanaise sont souvent mal jugés, notamment dans leur rapport avec l'argent. Toutefois, Nabil mentionne les modèles positifs tels que Nader Fakri, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, qui nous fait découvrir la richesse de la Côte d'Ivoire. Alors justement, ces fantasmes ou réalités, quels sont ces fantasmes? Et puis parlez-nous juste après de ces réalités. Les fantasmes, il y en a de nombreux. Les fantasmes, ils naissent du fait que les gens ne parlent pas. Le parlons-nous n'existe pas. Donc on se fait des idées préconçues, que tous les Libanais ont de l'argent, qu'ils sont xénophobes, que les femmes libanaises n'épousent pas des Ivoiriens. On s'imagine plein de choses. Et étant donné qu'on ne discute pas, c'est pour ça que je propose dans mon livre la création de think tanks qui puissent permettre de mieux discuter ensemble, de mieux se parler et surtout de mieux s'écouter. On va y arriver, mais c'est quoi l'autre réalité à côté de ces fantasmes? La réalité, que ce sont des citoyens bien installés en Côte d'Ivoire, durablement installés en Côte d'Ivoire, depuis des décennies, des siècles. On parle de 130 ans de présence en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny disait que déjà quand il était petit enfant, il voyait des Libanais dans sa région. Et certainement encore pour de nombreuses, je l'espère, années. Mais pourquoi il y a autant de préjugés sur la communauté? N'est-ce pas qu'il y a aussi une vérité, quelque part? Il peut y avoir une certaine vérité, mais c'est l'identification de jeunes, comme vous avez montré, de Nader ou d'autres, qui sont vraiment des porteurs d'espoir, des porteurs d'espérance, des porteurs de mieux vivre ensemble. Et je remercie encore le ministère du Tourisme de l'avoir gratifié comme ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Ce sont ces identités-là qui peuvent permettre de casser les rythmes. Ce qui a fait créer un peu cette distance-là, qu'on n'avait peut-être pas il y a quelques décennies, c'est l'éducation. Aujourd'hui, il y a des écoles libanaises, comme il y a des écoles tunisiennes, comme il y a des écoles turques, comme il y a des écoles marocaines. Mais est-ce qu'elles sont ouvertes aux autres communautés, notamment la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Si vous allez à l'école libanaise de Trècheville, par exemple, si vous demandez à son ancien président, qui est maintenant à l'université Jean-Paul II de Yamoussoukro, il y a plein d'Ivoiriens. Mais ça ne suffit pas. Avant, à l'école de la République, on était tous ensemble. Mais ils sont quand même accusés de beaucoup de choses. Vous avez dit tout à l'heure, xénophobie, communautarisme. Finalement, quelles sont ces raisons? Qu'est-ce qui sous-tend tout ceci? Vous avez parlé peut-être du regard, donc du premier regard, mais est-ce qu'il ne faut pas aller peut-être au-delà pour expliquer? Il faut aller au-delà. Moi, je pense que la réalité de ça, c'est qu'il y a un amour réciproque. Qui est mal expliqué. Allez dire qui aime bien, châtie bien, qui n'est pas manifesté. C'est-à-dire que entre les Ivoiriens et les Libanais, de la communauté libanaise, il n'y a pas de problème majeur. Il y a juste parfois des exigences qu'on demande aux Libanais qu'on ne demande pas forcément à tout le monde. Quand vous êtes, par exemple, dans la région de San Pedro, vous ne demandez pas à quelqu'un du nord de Niarafolo d'avoir les mêmes comportements que vous. Parce que c'est un pays, parce que c'est des ethnies qui appartiennent à ce pays-là. Par contre, par rapport à l'étranger, on est parfois trop exigeant vis-à-vis de lui. Vous savez, j'aime bien Mpateba, vous le savez. Mpateba disait que le mot étranger, et j'ai des écrits, tout ça, je pourrais vous les donner, se dit douman, en dioula. Dou, c'est le village. Par extension, ça peut être la ville, par extension, ça peut être le pays. Man, c'est l'assaisonnement, c'est le piment, c'est le condiment. Un plat sans condiment est un plat fade. Un pays sans étranger est un pays qui est fade, qui n'a pas de goût. L'étranger, c'est ça. C'est la personne qui va donner du goût à votre réalité, qui va vous faire savoir que on est bien en Côte d'Ivoire. Mais des explications justement sur parfois ces rapports qui sont un peu difficiles. Rapport avec la loi qui est difficile, dont on parle souvent. Rapport avec l'argent aussi, ce qui est difficile. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. On va prendre des clichés, on va prendre des stéréotypes, on va prendre des cas qui sont des faits divers, qui peuvent aller en justice, ou qui peuvent aller par des sermons. On a vu le dernier cas de ce monsieur à moto qui s'est fait tirer les oreilles et puis qui s'est fait maintenant un porte-parole un ambassadeur de la sécurité routière. Exactement. Mais c'est justement tous ces défis qui restent à faire. Pour vous, quelles sont ces différentes solutions pour renforcer cette intégration
Parlons-nous, écoutons-nous. Le sport a été un exemple formidable. Pendant la CAN 2023, on a vu des tribunes. Je n'ai pas vu ni de blanc, ni de noir, ni d'ivoirien, ni de libanais. Les tribunes, elles étaient orange, blanc, vert. Donc on doit continuer, par exemple, par le sport, par le tourisme, par l'éducation, faire en sorte que nos enfants puissent se rencontrer plus souvent, qu'il y ait des échanges culturels, qu'il y ait des théâtres, par exemple. Vous appelez le dialogue culturel. Ce qu'on appelle le dialogue culturel, tout simplement. Merci. Merci Nabil Ajami, invité de la page culture, auteur de l'œuvre Les Libanais en Côte d'Ivoire entre fantasme et réalité. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans le journal. Vous restez sur place, un journal donc qui est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité en 23h avec Ahmed Siloué. Et comme disait justement le sage Ampateba que vous avez cité, si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère. Dieu le voulant, on se retrouve demain.